Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec le président Jacques Sopelsa. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur Jacques Sopelsa, président de l'Académie internationale de géopolitique, ancien président de l'Université Paris 1, Panthéon, la Sorbonne. Président, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous et j'espère que cette période de confinement a bien passé, qui vous a donné, comme a donné un certain nombre d'amis, aussi de chercheurs, dans ce sens, un moment de réflexion, un moment d'approfondissement, un moment aussi de voir avec les événements avec un peu de recul, parce que dans ce Covid, il y a un vide, il y a un moment de stagnation qui permettra un petit peu de mettre à jour, de voir d'une manière un petit peu plus apaisée. Et ce qu'on a pu constater à travers un grand nombre de personnes et d'intervenants, comme quoi il y a beaucoup de monde qui ont changé d'avis sur un certain nombre de dossiers par l'unique raison, c'est l'accès à l'information d'une manière apaisée, vu le Covid a permis de chercher d'autres sources d'information. Dans un premier temps, avant d'y aller dans le vif du sujet, président, qui est la Covid-19 accélératrice ou provocatrice du nouveau désordre mondial, plutôt désordre mondial, et bien entendu, on enchaînera avec cette nouvelle carte géopolitique mondiale qui se situe entre trois pays, et on verra bien si c'est le cas ou bien non, la Chine, les États-Unis et la Russie. Est-ce que cette période de Covid-19 a marqué la société mondiale et notamment occidentale sur leur vision de la chose? Oui, alors je suppose que c'est une question. Si vous me permettez, pour nos auditeurs, je voudrais revenir d'abord sur deux petits points pour éviter, j'espère que je suis entendu, au moins écouté, pour éviter toute ambiguïté. À propos de ce coronavirus, bon, je ne suis pas un spécialiste des pandémies, tant s'en faut, et je ne me jetterai pas dans la cacophonie des experts et des pseudo-experts qui, à la longueur de temps, nous racontent les choses et leur contraire. Je ne me jetterai pas non plus dans la cacophonie des chiffres, même si effectivement cette pandémie est loin d'être négligeable. J'ai souvenir par exemple que le fameux Neil Ferguson, un Britannique, s'était illustré il y a quelques semaines en expliquant que d'après son modèle, il y aurait au moins 500 000 morts en France. Je ferme cette parenthèse et je ne reviens pas sur les chiffres, même s'ils sont ambigus et même s'ils les évoquent éventuellement quelques problèmes. Non, ce qui m'intéresse moi en tant que géopoliticien, c'est essayer de voir les effets dans ce contexte de ce que j'ai qualifié de nouveau désordre mondial, les effets de cette pandémie. Alors, je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais vous le rappeliez, je viens d'achever, merci le confinement, je viens d'achever la rédaction d'un roman de géopolitique fiction d'une part, et d'autre part, je suis en train de finir un lapsus révélateur, un ouvrage plus académique sur le nouveau désordre mondial. Je m'explique. En géopolitique, il y a deux types de facteurs. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours, je vais essayer, mais il faut que je crois lever toute ambiguïté. Il y a deux types de facteurs, ce que nous appelons les tendances lourdes, d'une part, et d'autre part, des variables. Les tendances lourdes, elles sont liées à la géographie, elles sont liées à l'histoire. Pour citer deux ou trois exemples, pour être tout à fait bien compris de nos auditeurs, par exemple, on ignore tout de la spécificité des îles britanniques et des Anglais si on oublie que les îles britanniques, ce sont des îles. Et c'est un monde insulaire. Au même titre, on peut évoquer, comme les tendances lourdes liées à l'histoire, le fait qu'on ne comprend pas grand-chose du Moyen-Orient si l'on oublie que des schismes chiites, sunnites, etc., se pérennisent de siècle en siècle. Je pourrais multiplier les exemples, je vais faire simplement une allusion. Tendance lourde, un certain nombre de mes collègues considèrent que depuis un an ou deux, on a été essentiellement touché au niveau de la mondialisation par deux choses. Un, le réchauffement climatique, et deux, la pandémie coronavirus. Je ne les mets personnellement pas du tout sur le même plan. Pour moi, le réchauffement climatique, c'est une tendance lourde qui va s'étaler sur des décennies, voire sur des siècles. On a déjà eu les exemples d'après les historiens du Moyen-Âge et temps moderne. En revanche,
En revanche, pour moi, cette pandémie, le coronavirus, c'est une variable, ce que nous appelons des variables, qui viennent percuter de plein fouet telle ou telle situation internationale ou mondiale. On a des exemples. On a la crise financière qui part de Hong Kong en 1999. On a l'exemple des subprimes de 2008. On a l'exemple, pour changer de sujet, de manière particulièrement percutante de la crise pétrolière de 1973, etc., etc. Le coronavirus, pour moi, c'est effectivement cette pandémie, c'est une variable qui vient depuis quelque temps, donc qui vient de percuter le désordre mondial. Ça, c'était ma deuxième remarque. Et la dernière remarque générale, c'est que je suis de ceux, même si ça peut paraître iconoclaste, qui essayons de réfléchir sur la mondialisation. Certes, c'est pas très original. Juste en 1991, nous avions un système bipolaire avec deux blocs, États-Unis, Union soviétique. Là, c'est banal. Depuis 91, toute une série de spécialistes ont réfléchi sur l'évolution de ce qu'ils ont appelé le nouvel ordre mondial. Certains, comme Fukuyama, le géopoliticien américain, ou comme Kennedy, le géopoliticien britannique, pensaient qu'à partir de 91, le monde bipolaire, c'est fini, et on est entré dans un monde unipolaire, avec une superpuissance, une hyperpuissance unique, les États-Unis. 30 ans après, on constate que c'est loin d'être le cas et que ces prophètes se sont trompés. Deuxième exemple un peu plus subtil, et j'en resterai là, sur cette évocation relativement historique, le fameux Samuel Huntington, qui lui imaginait un monde qui quittait donc ce monde bipolaire et qui est entré dans un monde multipolaire avec une superpuissance, une hyperpuissance des États-Unis et au second rang une série de pôles, le pôle sino-soviétique, sino-russe, pardon, autant pour moi, lapsus révélateur, un pôle d'Amérique latine, un pôle européen, etc., etc. Les faits m'incitent à penser que ces visionnaires, ces prophètes géopoliticiens se sont malheureusement trompés et que je crois, même si c'est très iconoclaste, et je reviens à notre sujet, cette variable contemporaine brutale, la pandémie, le montre de manière particulièrement acérée. Nous sommes en train de découvrir la renaissance d'un monde bipolaire, à la réserve près que, face aux États-Unis, il ne s'agit plus des États-Unis, mais de la Chine, on y reviendra peut-être, et face à ce monde bipolaire, un certain nombre d'entités peuvent ne pas ou ressurgir ou ne pas ressurgir. Je songe en particulier à la Russie, on en reparlera peut-être, avec de manière relativement optimiste, et malheureusement, et là je suis très pessimiste, la faiblesse constatée, y compris depuis quelques mois, de l'Union européenne. Justement, Président, et merci infiniment par rapport à cette synthèse, qui est en relation avec une réflexion sur cette période de confinement, bien entendu. Maintenant, la question principale, comme vous l'avez bien dit, le coronavirus et surtout cette pandémie qui chacun de nous peut l'interpréter à sa manière, a laissé des conséquences gravissimes quand même. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je me consacre un petit peu aux conséquences. Le pourquoi de la chose, comme vous l'avez bien dit, l'origine ou autre, c'est un autre problème, c'est un autre débat. Peut-être on aura l'occasion avec des spécialistes dans le domaine pour nous donner leur point de vue. Mais bien entendu, puisque j'échange avec un géopolitologue connu et reconnu aussi sur l'échelle internationale, et vous avez participé dans cette émission à maintes reprises, et vous avez parlé de ce désordre mondial. Donc, selon vous, cette pandémie a joué un rôle accélérateur pour ce nouveau désordre mondial. Accélérateur. À l'échelle de la mondialisation, je vais essayer de m'expliquer. Effectivement, nous avons depuis quelques mois, alors d'abord à propos de Renaissance, la première conséquence, c'est effectivement de montrer la disparité des attitudes et le fait qu'un certain nombre de communautés ont réagi de manière extrêmement diverse. Un exemple, même si c'est très banal, l'Union européenne a montré de manière absolument patente, face à cette variable, face à cette pandémie, une incohérence absolument spectaculaire. Alors vous allez me dire, oui, les pays n'ont pas été touchés de la même manière, on ne peut pas mettre sur le même plan les 30 000 malheureux décès de la France avec les 1600, etc., etc. Certes, mais objectivement, il n'y a pas eu
en dépit de certaines gesticulations diplomatiques du côté de Bruxelles, il n'y a pas eu de véritable coordination face à cette pandémie à l'échelle de l'Union, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ceci, à mon sens, fait que cette pandémie a montré de manière encore plus crue les disparités et la situation très fragile de l'Union européenne, qui a été créée quand même en 1957. C'est plus une entité très jeune. Ce qui pose effectivement un problème au niveau des équilibres mondiaux et ce que l'on appelait naguère le nouvel ordre mondial. Dans le concert des nations, l'Union européenne, au sens strict du terme, sous tout, manifestement, n'a pas de voix absolument homogène et c'est plutôt un concert de discours discordants, des initiatives particulières, etc., etc. Donc c'est pas très très original, je le suppose, pour nos auditeurs, mais ce type de pandémie dont effectivement on aurait bien pu se passer a mieux peut-être encore, mieux ou pire, que les dernières variables contemporaines que j'évoquais tout à l'heure très brièvement, comme la crise financière subprime, a, disons, manifestement éclairé, à mon avis, de manière encore plus crue, plus spectaculaire, ces discordances. Voilà l'exemple de l'Union européenne. Il y a un deuxième exemple que vous évoquez très rapidement, même si j'ai du mal à entendre au plan technique, c'est la situation actuellement de la Russie. La Russie qui a perdu depuis 1991 et la chute de l'Union soviétique, ça c'est une réalité, son rôle de deuxième superpuissance, qui essaie effectivement de redorer son blason dans un cadre un petit peu particulier, parce que à propos de Russie, j'ai rien contre la Russie, mais est-ce que c'est une démocratie occidentale? Sûrement pas. Est-ce que c'est une dictature? J'en doute. Je préférais utiliser le terme de démocrature tel que l'avait créé le grand écrivain argentin Borges. Mais ce type de démocrature nous montre que depuis quelques années, depuis 2015, 2016, 2017, l'action de la Russie au plan international, essayant donc de retrouver, de redorer son blason de grande puissance, donne plutôt l'impression, et je cherche un euphémisme là, je vais utiliser un euphémisme, de s'allier ou de conforter des puissances ici ou là qui frôlent une situation de type dictatorial. Et à l'heure actuelle, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Kremlin a plutôt, je songe en particulier à des cas très douloureux comme ceux du Proche et du Moyen-Orient, a plutôt tendance à être proche des régimes dictatoriaux que de régimes démocratiques. Vous savez, Président, pourquoi j'insiste sur ce point de la Covid? Pour une simple raison. Là, on parle par exemple de cette chute brutale de l'Europe et on ne parle pas de n'importe quelle puissance mondiale. L'Europe, qui, ça fait 3 mois, 4 mois en arrière, est considérée parmi la première presque puissance économique du monde. Hein. Donc, avec son poids économique et avec son poids technologique. Et au jour au lendemain, on passe de l'autre côté de la barrière. C'est ça qui m'inquiète d'un côté. Mais est-ce que cela a bien démontré comme quoi, même au sein de cette Europe, mis à part cette puissance économique, on est passé à côté d'autres priorités, et notamment sanitaires et la solidarité entre pays européens, comme vous l'avez bien dit au départ, et on est pensé à une Europe quelque part, soi-disant, collégiale, soi-disant solidaire, mais du coup, il n'y a ni solidarité, ni collégialité, ce n'est que l'égoïsme tout court. Des gesticulations diplomatiques. Vous avez, cher ami, hélas, mille fois raison. C'est la raison pour laquelle je suis bien obligé de constater, moi qui suis très européophile, je suis bien obligé de constater un état des lieux, pour l'instant, assez déshérité. Bon, l'optimisme peut être toujours de rigueur. J'ai un certain nombre d'amis qui, proches de la sensibilité gaulliste, qui pensent, je suis un peu réservé, mais enfin, qui pensent que l'idéal, entre guillemets, serait, comme disait De Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural serait un rapprochement de la Russie de Poutine avec l'Union européenne. Bon, on en pense que l'on veut pour faire contrepoids aux deux géants actuels, géants économiques, géants technologiques, géants de la mondialisation que sont la Chine et les États-Unis. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que les États-Unis, non seulement c'est une hyperpuissance, ça c'est évident, mais elle est en train de dépasser via
l'image un peu caricaturale parfois de Donald Trump, elle est en train de dépasser un certain nombre de normes et de protocoles et de respect des relations diplomatiques classiques. Je me souviens que du temps de George Bush, et c'est lié en fait, c'est pas du tout historique, du temps de George Bush Junior, les États-Unis avaient établi une classification d'États qui ne respectaient pas les normes internationales et qu'ils avaient qualifié d'États voyous. Le moins qu'on puisse se dire, certains de mes amis franchissent le pas et parlent à propos des États-Unis d'un comportement parfois d'État voyou, et ils s'expliquent. Et je crois que sur certains points, ils n'ont pas totalement tort. C'est la manière dont finalement Trump et l'administration américaine, du moins aujourd'hui, confortant sa position de leader mondial face à l'ogre chinois, bafoue un certain nombre d'entités, se heurte à l'OMS, c'est un gros sujet, c'est le moins qu'on puisse se dire, très bien mis en valeur, hélas, par la pandémie du coronavirus, bafoue l'OMC, bafoue l'UNESCO, ça c'est pas récent, qui font que on a cette situation que non seulement certains groupes internationaux historiques comme l'Union européenne sont en état de faiblesse, mais même des organisations internationales spécifiques aux thématiques, je ne veux même pas parler de l'ONU, sont mises en question par la superpuissance. Donc, si j'ai bien un petit peu compris un petit peu le fond de cette pensée, on est en train de vivre un basculement dans la pensée de la géopolitique comme on l'a connue jusqu'à maintenant. Avant, les gens, ils font la guerre, comme vous le savez, président, ils font la guerre soit pour l'argent, soit pour le pouvoir, soit pour gagner un territoire. Maintenant, on constate comme quoi il y a des foyers de guerre et un climat de chaos partout dans le monde. Et même ici en Europe maintenant, sur le plan économique. Oui. Vous avez voilà. Presque partout. Mais vous avez raison, il faut les peut-être nuancer, mais malheureusement, votre constat, je suis bien obligé de le partager. La multiplication, alors, il n'y a plus de multipolarisation, mais en revanche, il y a une multiplication des zones en difficulté, et pas seulement sanitaire, économique, culturelle, civilisationnelle. Je ne sais pas si vous avez pu constater, par exemple, le silence assourdissant en Europe en général, et en France en particulier, caractérisant un certain nombre de situations très, très difficiles dans un certain nombre de continents ou de sous-continents en proie de très grosses difficultés. Aujourd'hui, par exemple, on ne parle pratiquement plus de l'Afrique, et pourtant Dieu sait que sinon, de se réjouir, et j'en fais partie, du fait que l'Afrique, pour des tas de raisons qui me dépassent, n'est pas, au moins pour l'instant, concernée par ce fameux coronavirus. Il n'empêche que les fléaux qui caractérisent ce continent restent plus que jamais d'actualité. Au même titre, on constate un silence assourdissant, au moins jusqu'à avant-hier, sur un phénomène qui me paraît extrêmement important au plan de la géopolitique internationale et de la géoéconomie, c'est la position de l'OPEP et ses tentatives de décision pour essayer de rétablir une situation très difficile en matière économique, je songe aux hydrocarbures. Il y a 30 ans, on ne parlait que de cela. Aujourd'hui, ça passe au second rang du fait que les fléaux, les feux, j'en bafouille, de l'actualité sont précisément mis sur ce problème sanitaire. Certains observateurs présidents ont bien constaté, comme vous l'avez dit, que l'Afrique n'est pas touchée de la même manière que l'Europe ou les États-Unis par cette pandémie. Mais ils ont donné une autre explication. Et j'aimerais bien vous le dire comme ça, vous me donnez votre point de vue. L'Afrique, le souci de l'Afrique, c'est que l'Afrique, il est inexistante sur l'échiquier géopolitique mondial. L'Afrique subit. L'Afrique est proie. L'Afrique est convoitée par tout le monde. Donc, voilà. J'en suis d'autant plus d'accord que je travaille un petit peu sur le monde africain et qu'à l'heure actuelle, la Chine, par exemple, j'apprends rien à nos auditeurs, la Chine est de plus en plus présente au plan économique, au plan culturel, au plan civilisationnel, de manière directe ou indirecte, notamment dans les pays de l'Afrique francophone. C'est aussi vrai pour l'Afrique anglophone. C'est sans aucun doute. Donc ça montre à quel point que l'Afrique, elle est pas. On parle de cette histoire d'être touchée par le coronavirus. Hein. Donc c'est l'impact du coronavirus sur l'Afrique. Il y a beaucoup de monde qui expliquent ça avec le climat, avec la jeunesse et ainsi de suite, mais tout ça c'est un petit peu flou. Mais ce qui est important... Honnêtement, ça j'en sais rien, parce que je ne suis pas un climatologue, j'y propose, mais il y a deux hypothèses. Il y a l'hypothèse réaliste, qui est que pour des tas de raisons, y compris climatiques, le continent africain échappe à cette pandémie, et je m'en réjouis. Il n'empêche qu'il faudra quand même prendre à bras le corps les difficultés, les tendances lourdes, pour parler comme
les géopoliticiens qui affligent ce continent depuis des décennies. Et il y a une deuxième hypothèse qui est que les statistiques sont, sinon biaisées, sont relativement faibles. Et là, on retombe sur ma première remarque introductive de notre petite conversation, enfin notre conversation, qui personnellement m'intéresse beaucoup, pas notre conversation, mais le sujet, c'est le fait que certains chiffres peuvent être pris de manière délicate. Hein. Il y a un certain nombre de pays qui manifestement trichent. Bon, si j'ai bonne mémoire, la Chine, on rappelle cette banalité, c'est quand même de là qu'est parti le virus. La Chine aurait été touchée par moins de 5000 décès, 4800. On peut être sceptique quand on sait que les États-Unis ont franchi le cap des 100 000, bon, etc., etc. Ah, ce qui m'inquiète personnellement, Président, c'est que simplement ce qui est en train de se passer en Afrique, à tort ou à raison, ce n'est pas ça l'objectif, mais moi, c'est que les puissances, les pays, les zones où il y avait de la puissance économique, ce sont eux qui étaient les plus touchés. Est-ce que cela peut être expliqué par une volonté, comme je disais tout à l'heure, sur cette volonté, cette politique du chaos, c'est-à-dire celui qui a encore de l'énergie, je parle, hein, donc un pays où il y a de l'énergie, un pays où il y a une chance de continuer à se développer, il faut l'arrêter. Et on a vu que l'Europe, il est à genoux, l'Europe entière, il est à genoux. L'Europe, ça fait 3 mois en arrière, elle n'était pas à genoux. Maintenant, tout le monde, il essaye de faire redémarrer je suis désolé de parler comme ça, le schmilblick avec les moyens de bord. Mais 3 mois, 4 mois en arrière, l'Europe, avec une vocation africaine, une vocation mondiale, avec ce qu'il a parlé le président, et avec une force internationale plutôt européenne, et ainsi de suite. Donc, ce qui m'inquiète, c'est cette notion de chaos qui commence à prendre de l'ampleur et de mettre à jour ce que vous avez cité au départ, ce retour au monde bipolaire avec bien entendu ce déterminant qui s'appelle la Russie et qui est connu dans le passé par son soutien à des pays qui ne sont pas tout à fait démocratiques. Est-ce que cette arrivée de la Russie sur le plan militaire depuis 2015-2016, cette course à la militarisation de la Russie et sa présence physique sur le plan militaire. Vous avez entièrement raison quand on regarde des chiffres, et ceux-là ils sont sérieux, publiés par le Belligerent Balance par exemple, en matière d'armement et de course aux armements, c'est la Russie de Poutine qui a fait l'effort le plus spectaculaire en matière d'armement. On a objectivement que le Kremlin a tourné le dos de toutes les promesses des traités de désarmement, les Salt-Watch, les SMART, etc. C'est évident. Ceci étant, je ne lis pas dans la mare de café, mais si la Russie est obligée, pour une raison ou une autre, de passer du stade de gesticulation diplomatique au stade de guerre ouverte, l'adversaire potentiel, je ne le vois pas en Europe, grâce à Dieu, je le vois essentiellement, je le dis souvent devant mes étudiants, du côté d'un fleuve qui porte très mal son nom, le fleuve Amour, la Sibérie, qui sépare la Russie de la Chine, et où, à l'heure actuelle, je le répète volontiers, nous avons la plus forte concentration militaire du globe, de part et d'autre, des rives du fleuve Amour. Ceci étant, j'espère me tromper et que les pacifistes de tous bords, si tant est qu'il y en ait en particulier en Russie, prennent garde raison. Écoutez, c'est l'espoir pour l'humanité aussi, hein, c'est l'espoir pour nos enfants et pour le futur de l'humanité, parce qu'une guerre avec des puissances militaires de la sorte et le poids de cet arsenal militaire, moi je pense, j'ai peur pour l'humanité. J'ai pas que... C'est clair, avec la mondialisation qui est désormais une banalité, on ne peut plus croire à l'échelle une superpuissance, enfin une puissance de premier rang et partie prenante d'un conflit. C'est une catastrophe internationale et à l'échelle effectivement du globe lui-même. D'où la nuance entre, c'est une petite nuance, je ne crois pas forcément à un conflit international où une de ces grandes puissances, ou a fortiori les deux, seraient directement concernées, mais je crois davantage à leur rôle plus ou moins discret dans l'émergence ou dans la multiplication de conflits intratiques ou de conflits locaux, ici ou là,
au Moyen-Orient, au Proche-Orient, sur le continent africain, dans la cordillère des Andes, pourquoi pas en Asie méridionale, qui font que chacun essaierait après à ce type de conflit de tirer les marrons du feu, car c'est toujours très profitable pour ce type d'activistes de tirer effectivement, je le répète, les marrons du feu d'une situation chaotique. Exactement ce qu'on appelle la guerre par procuration. Et c'est Exactement. et ça a été l'objet d'un certain nombre de missions hein, donc, que j'ai fait ici hein, par rapport à cette notion de cette guerre par procuration et notamment par l'intermédiaire des États, que je les appelle souvent les États agents, d'accord, Oui, qui, absolument, absolument. qui font le Oui, job, hein, donc on l'a constaté. Malheureusement, les pays arabes sont les premiers dans dans le rang de ces États agents qui n'ont pas saisi leur poids économique, leur poids, bien sûr, social et notamment avec leur jeunesse, et d'investir dans leur pays pour qu'il y ait moins de morts entre les deux Méditerranées. On oui, voit, il y a toujours cette notion que j'aimerais bien avoir votre avis, s'il vous plaît. Euh, oui. la notion de soft power. Quand on dit soft power, cela veut dire on change de paradigme et on pense à l'économie, on pense à changer la notion de la course à l'armement. Oui, Du coup, oui, on oui, enfin. constate comme quoi il y a les deux. Est-ce que cette notion de soft power, c'est une notion bidon qui tiendra pas la route tôt ou tard? Non, 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 alors non, non, je vous rassure, enfin, je vous rassure, je vous inquiète tout de suite, en ce qui me concerne, la notion de soft power, je ne pense pas du tout que c'est une notion bidon, je pense que c'est une notion hypocrite. Très Ah, hypocrite, ça veut dire, c'est tout à fait clair, qu'un certain nombre d'États ont des intérêts économiques, culturels, civilisationnels, etc., et que l'utilisation de la branche soft power leur permet, sans se mettre à dos le reste de la communauté internationale, d'implanter, de marquer des points dans telle ou telle région du globe. Alors, je ne veux pas être trop sommaire, mais enfin, je ne sais pas si vous avez pu le constater comme moi que, comme par hasard, la présence des grandes puissances que nous citons tout à l'heure, et notamment de la Chine ou de la Russie, de manière plus modeste la Russie, hum, en particulier au continent africain, comme par hasard, on s'intéresse via le soft power à des pays ou à des régions qui sont riches en métaux précieux, en métaux rares, ou exact. sont riches en hydrocarbures. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'utilise le terme volontiers de soft power hypocrite. Soft power hypocrite. Bon, c'est noté, C'est hein, quand la même, ça présidente. m'intéresse Ça va, souvent, souvent. sincèrement, celle-là, elle est intéressante parce que beaucoup de monde qui parle de soft power, on l'a pu constater en Afrique, hein, surtout en Afrique du Nord. Hein. Maintenant, tout le monde parle, même des États, des petits États. On a vu, il y a des petits États qui demandent, qui optent par rapport à cette notion de soft power, si eux-mêmes déjà ce sont des États satellitaires par rapport à d'autres puissances. Il y a une question qui est en relation avec le monde arabe que vous connaissez, président, et en même temps l'Afrique aussi que vous avez défendu à maintes reprises par rapport à son avenir. Est-ce que, selon vous, les Africains, devant cette situation du fait accompli, hein, quelque part, par l'intermédiaire de ces puissances qui se bagarrent par rapport à cette Afrique, a une chance un jour de se relever ou pas? Ah oui, oui, parce qu'il y a une nouvelle génération. Et le problème, c'est pas parce que je suis enseignant depuis 40 ans, hein, mais je crois beaucoup au vecteur de l'éducation. Je connais quelques universités, je ne citerai pas parce que si j'en oublie, je fâcherai celles que j'aurais pas citées, mais ici et là, au Gabon, au Sénégal, bon, en Côte d'Ivoire, pour citer des exemples, au Cameroun, Mhm. des exemples que je connais bien, qui forment, enfin, où certains de nos collègues, de nos confrères, forment une nouvelle génération qui, je crois, sans être trop optimiste, prend bien conscience des atouts, des enjeux. Bref, il n'y a pas que il y a pas, pour être brutal, il n'y a pas que de la corruption en Afrique subsaharienne, heureusement. Et la nouvelle génération pourra peut-être être aussi influencée au moins sinon idéologiquement, du moins au niveau des perspectives, par les tentatives du printemps arabe il y a quelques années. Bref, je ne suis pas très pessimiste à moyen terme. À court terme, je suis réaliste et donc pessimiste. D'autant plus que, je ne fais de mal à personne, mais dans un certain nombre d'États, bon, les gouvernements sont plus ou moins hypocritement, ça fait 2 fois que j'emploie le terme, liés à certains intérêts internationaux. Mais pour le moyen terme, alors à force le long terme, je crois que l'Afrique a effectivement un bel avenir devant elle. Comme vous le savez, président, si vous le permettez, comme une dernière question, parce que là, Je vous en prie, le l'actualité retour. l'actualité oblige. Et cette actualité, moi, je vais pas l'interpréter sur un fait tout court.
mais sur un ensemble des faits à travers une notion que je l'appelle la notion de le retour du souverainisme, le retour de la religion, la perdition aussi, d'une manière assez importante quand même, de la laïcité. Je vais être très sommaire, donc peut-être un peu brutal. S'il s'agit du retour de la religion au sens noble du terme, en particulier à travers notamment les trois grandes religions monothéistes, je ne peux qu'applaudir, et ça permet en particulier de contribuer à l'éducation. Mais il faut en revanche raison garder et ne pas cesser de combattre, y compris au plan national ou international. Je pense par exemple à l'exemple épouvantable de Boko Haram, de lutter avec cette force et vigueur aux exactions du terrorisme international, et notamment de l'islamisme. J'ai bien dit islamisme et non pas islamique que l'on a pu voir. Et je suis de ceux, même si ça peut faire un peu particulier, je suis de ceux par exemple qui ont apprécié au bon sens du terme la disparition avant-hier, comme quoi la présence des Français n'est pas totalement inutile en Afrique, la disparition de Troutel qui, à ma connaissance, d'après mes informations, a quand même quelques centaines de victimes sur sa conscience. Ça, c'est certes sur le plan islamisme, comme vous l'avez bien dit. Il y a aussi d'autres pays, hein, comme vous l'avez vu, hein, comme vous avez pu constater. Donald Trump, il est basé sur la religion maintenant, et avec les évangéliques. Est-ce que ce retour de la religion, cette référence à la religion, posera-t-il un réel problème avec les laïcs et sur la stabilité du pays? Alors là vous évoquez, j'aurais pu en parler, parce que j'ai pris l'exemple de l'islam, parce que malheureusement, il y a des terroristes islamistes, mais il y a aussi des terroristes qui ne sont pas islamistes, hein, et il faut être très clair. Mais le retour de la religion, c'est une très belle chose, certes, mais ça peut avoir des aspects un peu inquiétants, et nous revenons sur l'exemple que je connais le moins mal, à savoir nos bons vieux États-Unis. Les États-Unis, l'évangélisme, les églises évangéliques sont hyper puissantes, sont incontestablement relativement sectaires, font partie de ce qu'on appelle le White Power, vous voyez à quoi je fais allusion, c'est une des branches, enfin une des armes objectives de l'actuel locataire de la Maison Blanche. Oui, voilà un exemple comment je pourrais dire, de dérive de religion qui fait que sur ce plan, je songe en particulier à l'importance du communautarisme et de la sécrète au sein de la première puissance du globe, à savoir les États-Unis, c'est un fait, effectivement, une tendance lourde que l'on aurait tout à fait tort d'oublier dans nos analyses. Écoutez, espérons que l'humanité restera avec un espoir de vivre ensemble, hein, ou bien, comme d'autres ils disent, nous sommes tous des frères, mais là, au moins, de vivre ensemble pour la continuité de cette humanité, ce qui m'inquiète à titre personnel, hein, je ne vous cache pas la vérité, c'est inquiétant. Oui, mais cher ami, on a plus choix à vivre ensemble avec à l'heure de l'Internet, des réseaux, des GAFA, etc. Vivre ensemble, on est condamné au bon sens du terme à le faire. Autant le faire dans les meilleures conditions possibles. Président, merci infiniment de cet éclairage fort intéressant qui touche cette notion de la COVID-19, mais aussi cette nouvelle distribution de la carte géopolitique mondiale, et notamment avec cette présence chinoise et sa force de frappe qui sur le plan et bien entendu cette présence accrue aussi de la Russie. On ne parle pas des États-Unis, mais cette faiblesse, notamment de l'Europe, qui est plus inquiétante. On verra bien avec les jours à venir. Hein. On verra à la rentrée, ça va donner quoi à ce nouveau partage. Est-ce que la Russie va s'allier à l'Europe pour former un troisième groupe? Oui, non. Reste à savoir si les autres vont les laisser. Ou bien il va s'attacher à la Chine, qui est plus de proximité avec eux sur le plan un petit peu idéologique. Juste un petit mot quand je peux y faire allusion. Je vous prie. Même si c'est une banalité, on oublie trop souvent que la première superpuissance du globe, une année sur 4, est pratiquement hors du coup dans la mesure où elle est préoccupée presque exclusivement par des considérations électorales. Or, nous sommes cette année en période électorale. Et les actions de Donald Trump, on ne peut pas les comprendre si on oublie ce détail. Il n'est pas un. Et selon vous, Président, puisque vous avez évoqué cette notion de l'échéance électorale, hein, qui pour bientôt, c'est pour le mois de novembre, tout le monde a pu constater que Donald Trump risque, avec les événements récents sur le sol américain, avec la mort du jeune Floyd, risque de changer la donne.
Si vous me demandez un pronostic, j'en fais plus. Je vais vous faire une confidence puisque personne ne nous écoute. Lorsque Trump s'est présenté devant Hillary Clinton, j'étais de ceux qui avaient couru sur les plateaux de télévision en annonçant la victoire d'Hillary Clinton. Donc maintenant, je suis extrêmement modeste compte tenu du fait que Donald Trump a quand même un gros socle, et la preuve ces temps-ci, a un gros socle de WASP, de White Anglo-Saxon Protestant, qui fait que je pense qu'il ne faut pas totalement négliger et annoncer son échec déjà préprogrammé. Parfait. Merci infiniment, Président. Je vous en prie. C'était un plaisir pour moi. Merci. Bon après-midi. À très bientôt. À très bientôt. Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible.